à tous. Donc nous sommes l'équipe qui représente l'IUT Lyon 3. Donc il y a Steven, Marius, Laura, Mathieu et moi-même, Jules. Donc nous allons nous présenter notre rapport de veille sur le thème de la révolution du Big Data, de nouvelles opportunités pour la filière portuaire. Et nous avons commencé par définir les besoins d'Arropaport dans ce domaine. Alors premièrement, Arropaport avait besoin d'obtenir de nouvelles technologies et de développer de nouvelles technologies au sein de son enceinte portuaire, afin d'exploiter déjà les données des technologies actuelles, mais aussi de pouvoir exploiter des futures données qui pourraient être utiles au port. Ensuite, Arropaport a besoin de surveiller la concurrence, et plus particulièrement les ports du Range Nord, avec les principaux concurrents que sont les ports de Rotterdam et les ports d'Anvers. Enfin, Arropaport a besoin de connaître ses clients et de déceler les nœuds décisionnels de ses clients. En fait, les nœuds décisionnels, c'est surtout les personnes à convaincre chez les clients pour obtenir de nouveaux clients ou garder même les clients actuels. Afin d'obtenir des informations pour répondre à ces besoins, nous avons défini de grandes familles d'acteurs. La première grande famille d'acteurs seront les ports concurrents. Donc les ports concurrents qui seront à surveiller seront Anvers et Rotterdam, comme précédemment cité, principalement, car ce sont les concurrents directs, on va dire, d'Arropaport au niveau géographique et au niveau concurrentiel. Ensuite, les deuxièmes acteurs seront les entreprises qui créent des nouvelles technologies exploitables dans la filière portuaire et dans les enceintes portuaires. Ensuite, les différents clients que sont les armateurs, les transporteurs logistiques et également les exportateurs de produits. Et enfin, la troisième grande famille d'acteurs sont les États et les institutions étatiques pour connaître les lois et les réglementations en vigueur dans l'activité portuaire, chez les différents clients et les différents concurrents. Afin d'être plus efficient et d'augmenter votre compétitivité, nous allons vous proposer une tendance qui prend de plus en plus d'ampleur, qui est celle du Smart Port. Le Smart Port, c'est un port qui optimise la gestion de ses différentes composantes, qu'elles soient humaines, technologiques ou matérielles. Et il s'appuie notamment sur l'exploitation du Big Data. Le Big Data qui est une masse de données si volumineuse qu'elle ne peut pas être exploitée par des logiciels de gestion de données standards. Et il faut donc des logiciels spécifiques. Donc nous allons vous démontrer l'utilité de devenir un Smart Port à travers l'étude du cas du port d'Hambourg, qui présente la particularité intéressante d'être positionné à la 3e place du classement des ports du Range Nord européen, malgré une superficie et une position peu avantageuse. Et donc nous allons vous démontrer qu'est-ce que apporte l'exploitation du Big Data à ce port. Donc premièrement, ça leur permet d'avoir une représentation du trafic en temps réel qui, grâce au système EVE, excusez-moi, grâce au système EVE qui, associé au terminal intermodal du port d'Hambourg, qui lie entre les modes de transport ferroviaire, routier et fluviaux, leur permet de fluidifier le trafic. Cela leur permet également de faire du cargo tracking, avec notamment les technologies RFID et SIA, radio-identification et système d'identification automatique, qui leur permet de savoir quel bateau transporte quelle marchandise, quelle est sa destination et quel est le temps estimé du transport. Cela leur permet également de faire des prévisions météorologiques pour s'assurer que les bateaux naviguent dans de bonnes conditions, grâce à des capteurs judicieusement placés. Et également des prévisions de l'usure du matériel, encore une fois avec des capteurs positionnés à des endroits stratégiques, comme par exemple l'aiguillage des trains, qui est beaucoup sollicité et donc sujet à l'usure. Et cela leur permet de remplacer le matériel avant qu'il ne soit défectueux et ne pose des problèmes dans la gestion du trafic. Et enfin, dans une logique un peu plus axée sur le développement durable, cela permet une gestion des sources de lumière avec des détecteurs de mouvement qui leur permettent de n'éclairer les zones du port seulement quand c'est nécessaire et donc de faire des gains d'énergie.
Donc, quels bénéfices ils en tirent? Premièrement, un gain de temps en évitant les congestions, les congestions du trafic et en réduisant les temps passés à quai. En découle un gain d'argent, une optimisation de l'espace et également des gains de ressources naturelles, car quand les bateaux ne sont pas bloqués par le trafic, ils réduisent leur consommation de carburant. Donc être en smart port, c'est un objectif, mais avant d'être en smart port, il faut déjà arriver à inclure la big data dans tout son processus décisionnel. Donc nous, on a décidé de faire un choix de 3 domaines dans lesquels il peut y avoir des opportunités pour le big data. Donc tout d'abord, les clients. Donc il faut savoir qui sont ces clients. Pas seulement quel est leur nom ou quelle est leur structure, mais savoir le type de structure, arriver à les catégoriser dans votre CRM par exemple. Et aussi savoir, donc, comme on parlait tout à l'heure mon collègue, le nœud décisionnel, c'est-à-dire que veulent les prospects ou les clients. C'est-à-dire savoir à quel moment le choix va être fait d'aller chez vous et pas chez votre concurrent. Donc ça va être intéressant à regarder. Et ça, justement, il faudrait arriver grâce au Big Data à valoriser votre CRM déjà existant pour en faire un outil très utile pour la veille client. Ensuite, il y a les concurrents. Donc il faut absolument savoir ce que font les concurrents, qu'est-ce qui marche chez les concurrents, et sans se dire que si ça marche chez eux, ça pourrait marcher chez vous aussi. Donc pour ces clients, il faut savoir surveiller donc la filière portuaire, parce que si vous ne la surveillez pas, il va y avoir un déficit d'information et aussi un déficit technologique. Et donc ce qui est aussi important, c'est les technologies. La technologie, c'est mettre vraiment la data au service des technologies, créer des objets connectés vous permettant d'avoir une technologie très utile en termes de collecte d'informations. Donc, par exemple, ça peut être des GPS, des capteurs ou des données météorologiques, comme mon collègue en parlait tout à l'heure. Mais ce n'est pas seulement créer de la technologie, il faut aussi arriver à la prendre ailleurs. Donc on s'est dit que ce qui nous paraissait évident, c'était des rendez-vous physiques, beaucoup de rendez-vous physiques qu'on a divisés en 2 parties, les salons ou conférences et les hackathons. Donc les salons conférences, ce sont des regroupements d'experts ou au moins d'acteurs de la filière, qui vont être experts universitaires, tout type d'acteurs. Comme salon, il peut y avoir Norman Digital ou Medport, qui sont donc des salons locaux. Medport étant le salon local de la Méditerranée, avec le port au Maroc, de Tanger. Et Norman Digital étant le salon local de la Normandie, donc avec tous les acteurs que ça implique. Il y a aussi Talk Europe, qui est donc le salon européen, où tous les acteurs vont se réunir pour parler des problématiques de smart port et en général des problématiques de la filière portuaire. Et il y a aussi donc les conférences. Des conférences, donc Crossovers, qui est l'édition 2016 de Ports and Cities. Donc une conférence qui porte sur la mise en relief des ports et des villes, pardon. Donc des smart ports, smart port cities. C'est un endroit où on peut apprendre beaucoup de choses puisqu'il y a beaucoup d'acteurs du milieu. Et c'est bisannuel. Cette conférence se déroule à Rotterdam. Donc c'est bisannuel, donc c'est en 2018 le prochain. Ensuite, il y a les smart grids. Donc smart grid, c'est un peu moins dans votre filière puisque justement c'est tout ce qui est smart. Ça peut être smart boat, smartphone, mais ça peut être intéressant parce que le terme smart port commence à devenir dans la bouche d'à peu près tout le monde dans ces domaines-là. Donc ça peut être assez intéressant. Et ensuite, donc il y a les hackathons. Donc pour les hackathons, on va parler donc du Worldport Hackathon qui se déroule à Rotterdam aussi, et c'est un grand hackathon donc, où il y a plusieurs acteurs qui vont se poser une question pendant quelques jours, qui sont donc peu experts, un peu moins que dans les salons. Et donc ça se fait le 1 et le 2 septembre 2017, et c'est assez intéressant, je pense, de se dire ce qui va découler de ce hackathon. Et ensuite, le dernier, donc, ce sera le LOFTA, Logistic of the Future, donc, qui est donc à Anvers. Et c'est une organisation qui a un peu plus de personnes, mais un peu moins reconnues. Et donc ça peut paraître assez intéressant d'aller voir ces hackathons, même si on sait que vous en avez fait un, mais toutes les idées sont bonnes à prendre, je pense. Donc, pour alimenter une veille, vous pouvez aussi utiliser donc, des revues généralistes, voire les experts et les vulgarisateurs. Donc, les revues généralistes, c'est principalement des médias spécialisés où il s'agit de traiter en fait les informations sur la filière portuelle en relation avec le big data. Donc, nous, on vous propose les sources, NPI, Transport Management, Port Technology et Port Stratégie. Donc ces informations, elles sont disponibles pour tout le monde et accessibles surtout pour tout le monde, puisque c'est des termes simplifiés. Ensuite, il y a les experts, donc c'est plutôt des sites institutionnels comme Transnav, Minzmeyer et Global Maritime Hub.
Donc ici, il s'agit de traiter une masse d'informations et de collecter des liens vers d'autres sources. Enfin, il y a les vulgarisateurs, donc c'est principalement des comptes Twitter. Ici, il s'agit de simplifier les concepts du big data et de la filière portuaire. Donc on peut retenir Container Inst, Marine Insight et Container Info. Et là, c'est pareil, des sources accessibles pour tout le monde, puisque c'est des termes simplifiés. Donc pour notre stratégie de veille, on a réparti aussi en 3 parties. Donc tout d'abord, il y a l'externalisation avec mBrain. Donc il s'agit de faire des analyses stratégiques et des analyses du marché. Cependant, il est limité puisque ce sont des opérants, donc vous n'avez pas la main dessus. Vous ne maîtrisez absolument pas la veille et l'outil. Ensuite, il y a la structuration et la création d'outils avec Hadoop. Donc ici, il s'agit d'un traitement de données. Cependant, il y a un manque de maniabilité et ça demande de la connaissance pour gérer le logiciel de veille. Donc nous, on s'est préoccupé de MyTwib de chez Coexcel. C'est une solution clé en main. Ici, vous êtes maître de vos choix, de votre collecte et de votre analyse de vos données. C'est un logiciel intuitif certifié par la norme ISO 9001, donc c'est une norme de qualité. Votre outil CRM sera intégré, donc il n'y a pas de perte de données, mais que de la fortification en fait, de votre base de données clients. Il y a une application mobile qui vous servira à alimenter votre logiciel de veille, peu importe où vous vous trouvez. Les recherches sont multilingues, donc c'est un point essentiel pour votre filière puisque la plupart des termes sont des mots anglophones. Et enfin, il sera possible de connecter 200 utilisateurs à votre logiciel et de remplir simultanément ce dernier. Donc les référents, il y a Orange, Areva et Polmer qui utilisent ce logiciel. Et donc ce logiciel se définit en 4 parties. Tout d'abord, il y a la surveillance, donc ça se présente sous plusieurs briques. Donc il y a la brique technologique, concurrentielle, marketing, etc. Et ça vous permettra de gérer les nouveaux marchés, les nouveaux brevets, les nouvelles technologies, la concurrence, ce que cherchent les clients. Il y a la collecte qui sera programmée par des notifications. Il y a ensuite l'analyse où vous pourrez catégoriser vos données pertinentes sous forme de graphiques. Et enfin, il y aura la diffusion et la valorisation des données qui se présentera sous livrables personnalisés. Donc les solutions que nous vous proposons là sont très intéressantes pour Aropa, mais peuvent parfois être un peu compliquées à mettre en œuvre. Compliquées parce que c'est compliqué au niveau technique, mais aussi et surtout au niveau humain. Et on a parfois tendance à l'oublier quand on parle beaucoup de big data. Compliqué parce qu'il y a une méfiance naturelle à l'homme et à vos collaborateurs. Donc. Une méfiance de voir des personnes extérieures venir un peu s'immiscer dans notre travail. Ça va nous donner des conseils alors qu'ils ne sont pas forcément qualifiés pour, mais sur un autre domaine finalement. Aussi une crainte de la requalification, puisqu'on va peut-être demander à certains collaborateurs d'étendre un peu leur champ de compétences, de travailler un peu différemment avec ces outils-là, et ça peut éventuellement faire peur. Et aussi, parfois, certains collaborateurs ne vont pas être convaincus de l'utilité réelle de tel logiciel, de telle solution de veille et d'utilisation de big data. Et il faudra donc les convaincre au jour le jour pour qu'ils soient convaincus et qu'ils puissent s'impliquer dans la démarche. Donc ce que nous vous proposons aussi, c'est une démarche de conduite au changement pour que la transition se fasse en douceur et du mieux possible. Tout d'abord, il faudra évidemment lister tous les partenaires qui devront prendre part à ces solutions-là. Également, mettre en place un planning précis, un planning avec un début, une fin, et qui soit rappelé très souvent à tous les collaborateurs d'Aropa pour que ce soit bien clair. Ensuite, des formations pour former les collaborateurs et le fameux nœud décisionnel d'Aropa, comme on en parlait tout à l'heure, mais également ceux qui vont être dans une phase de consultation, que tout le monde puisse se servir de ce logiciel et puisse s'y impliquer. L'implication, c'est vraiment le plus important. Mettre en place des groupes de travail avec peut-être les personnes qui sont un peu plus réticentes pour pouvoir expliquer, avoir une démarche de pédagogie. Et enfin,
communiquer tout le temps, on l'a mis à la fin, mais il faut communiquer avant, pendant et après le projet pour que ça prenne, pour que tout le monde soit impliqué. Et évidemment, ensuite, faire quelques réajustements et un bilan comme à la fin de tout projet. C'est très important de pouvoir prouver que ça a été utile et éventuellement proposer des choses pour aller plus loin. Donc au niveau d'Aropa, on s'est permis de recréer un petit peu votre organigramme. Donc à terme, il faut bien comprendre que chaque partie d'Aropa sera impliquée et sera concernée, mais on a quand même déterminé quelques parties qui seront toucher les premiers. Donc éventuellement la stratégie, la direction stratégie et développement, puisque c'est un peu pour eux qu'on fait tout ça, c'est pour pouvoir innover, pour pouvoir faire mieux, faire plus, et donc ils vont être évidemment touchés en premier. Également, j'aimerais bien pointer le doigt sur la division marketing, puisqu'ils font sans doute déjà certaines démarches qui rejoignent un petit peu ce qu'on propose, sans vraiment parfois comprendre ou savoir qu'ils font ça, donc il faudra peut-être les aider à faire les choses un peu différemment et peut-être un peu mieux. Merci.